Pierre Moscovici, bonsoir. Merci d'être avec nous dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes et à ce titre, président du Haut Conseil des finances publiques. Et c'est évidemment de finances publiques dont nous allons parler ce soir. On va parler dans un instant de l'initiative des anciens ministres Gérald Darmanin et Olivia Grégoire qui proposent dans la tribune dimanche que l'État vende 10% de ses participations, mais je voudrais quand même qu'on commence par le maelstrom politico-fiscal qui s'est joué ces derniers jours lors de l'examen préalable du texte par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors que le NFP, allié au MoDem, avait donc depuis mercredi, dans une forme de frénésie fiscale, largement réécrit le texte du gouvernement en ajoutant 50 milliards d'euros de recettes fiscales, on va en parler. Eh bien, le texte réécrit a été rejeté hier en commission par une alliance entre le socle commun, voulu par Barnier, n'est-ce pas, et le Rassemblement national. Mais ça veut dire quoi, Pierre Moscovici? Ça veut dire que le gouvernement est dépassé, que des alliances hétéroclites peuvent se jouer à tout moment? Ça veut dire quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire que quand on regarde amendement par amendement, mesure par mesure, il y a eu une majorité pour ajouter quelques 50 milliards d'euros aux 30, à mon avis, qui existent déjà. Et aux 20 milliards voulus par Michel Barnier. Vous voulez 30, Michel Barnier, vous voulez 20. Non. Il y a 30. Le Haut Conseil des finances publiques a été créé par la loi pour donner des avis ex-ante. Et nous avons, je crois, démontré qu'il n'y avait pas 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, mais 30. Michel Barnier continue de dire 20. Je le précise quand même à nos téléspectateurs. Oui, enfin, le gouvernement, les documents qui nous ont été transmis disent bien 30. Pourquoi ? Parce que en sus des 20, il y en a une dizaine qui, en réalité, sont des prélèvements obligatoires. Par exemple, si vous augmentez la TICFE, c'est-à-dire la taxe sur la consommation d'électricité, c'est un prélèvement obligatoire. Si vous allégez, plutôt diminuez les allègements de charges, c'est un prélèvement obligatoire. Et donc, ça fait 10 milliards de plus. D'une certaine façon, peu importe. Mais disons, déjà, c'est un montant fiscal considérable. Mais ça veut dire que la crise budgétaire est ouverte, Pierre Moscovici. Non. Si vous me laissez expliquer, ce sera plus facile pour moi de convaincre. Voilà. Donc déjà 30 milliards, ou 20 si ça vous fait plaisir, ou ça fait plaisir au Premier ministre, en réalité 30, vous en avez jeté 50, c'est considérable. Et vous avez effectivement eu, mesure par mesure, des députés pour voter ces amendements. Et puis à la fin, quand on arrive à la cohérence, on ne la trouve pas. Et donc ça a été rejeté, et là vous avez eu une majorité qui est peut-être celle sur laquelle compte le gouvernement, c'est-à-dire la droite, le centre et le consentement du RN. Vous voulez dire que c'est la vraie majorité, en fait, ce socle commun plus le RN? C'est sans doute ce sur quoi compte le gouvernement, puisque l'idée du gouvernement tel qu'il était bien de ne pas susciter de motion de censure du RN. Et donc il y a, de la part du RN, un attentisme négatif, mais un attentisme. C'est peut-être ça qui se passera, on verra. Enfin, en attendant, si vous voulez, des mesures qui ont été votées, qui aboutissent à ce que Michel Barnier appelle un concours Lépine, et puis un texte d'ensemble qui n'a pas été voté. Vous J'appelle ça une surenchère, peu importe si vous voulez. Il y a déjà quelque chose de base, c'est qu'il fallait faire un effort considérable pour assainir nos finances publiques. Nous sommes trop endettés, nos déficits sont trop élevés, nous avons 3 250 milliards d'euros de dette, nous remboursons chaque année 53 milliards, 70 milliards l'an prochain, nous avons un déficit qui a explosé en 2023 et 2024, on ne pouvait pas rester là. Mais est-ce que pour autant 70 milliards d'euros en plus, parce que c'est ça que demandait la Commission? Si vous ne me laissez pas parler du tout, on va avoir du mal. Parce que ce sont des matières qui sont quand même un chantinet technique, on ne peut pas se contenter d'impression ou d'impressionnisme. Voilà, le gouvernement fait 60 milliards d'euros, d'après lui 40 pour nous, enfin, en tout cas c'est important, il fait un effort, et cet effort, je le redis, est nécessaire. Nos concitoyens savent qu'on ne peut pas vivre avec ce niveau d'endettement, que la France, que ce soit pour elle-même, pour pouvoir investir, que ce soit à l'égard de l'Europe, que ce soit à l'égard des marchés. Les marchés, c'est peut-être un gros mot, simplement ce sont nos créanciers, c'est les gens à qui nous devons de l'argent. Eh bien, tout cela exige que nous assainissions notre situation. Et donc, nous le faisons. Ce budget, de ce point de vue-là, est un budget d'effort que je qualifie de nécessaire. C'est-à-dire qu'on passe le déficit de quelque 6% du PIB par an, aujourd'hui, un petit peu plus, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qui serait requis, 3% par les règles européennes, au passage, ce que font la plupart de nos partenaires, on le passe à 5%. C'est beaucoup. Si vous ajoutez à ça quelques 50 milliards d'euros d'impôts en plus, alors à ce moment-là, vous êtes à la fois dans un ajustement qui est massif, probablement trop massif pour l'économie, et puis ça compromet sans aucun doute la compétitivité de l'économie française. Donc il faut raison garder. L'équilibre du gouvernement, est-ce que c'est 50-50 ?
Est-ce que c'est 60-40 en économie ou est-ce que c'est 70-30 comme nous le pensons en impôts? Je veux dire, on ne peut pas le bouger beaucoup, me semble-t-il. Oui, mais cet épisode, Pierre Moscovici, nous montre quand même que la crise budgétaire, qu'il y a une crise budgétaire qui menace, c'est-à-dire qu'il y a une crise politico-budgétaire. Il y a une crise politique. Oui. Cette crise politique, elle est née des élections, c'est pas à moi de la commenter. Je suis premier président de la Cour des comptes. Et elle va continuer. C'est-à-dire vous avez une assemblée dans laquelle vous n'avez pas de majorité. Vous avez ce qu'on appelle un socle commun, qui n'est même pas une majorité. Barnier appelle le socle commun. Il l'appelle, c'est pas une mauvaise formule. En tout cas, ce n'est même pas une majorité relative. C'est juste deux groupes. Non, pas deux groupes d'ailleurs, plus de groupes. Plus que de groupes. C'est, disons, Renaissance avec ses différentes composantes. EPR désormais, Ensemble pour la République. Bon, très bien. C'est deux formations, très bien, qui, mises bout à bout, arrivent à quelques 210 députés, alors que la gauche peut toper à peu près à 200. Donc, si vous voulez, il faut effectivement au milieu qu'il y ait un arbitre des élégances, qui est le Rassemblement national, et voilà, donc ça met l'Assemblée dans une situation d'inconfort permanent. Et il faut s'habituer à vivre avec. Et en même temps, il faut trouver son chemin, son GPS. Et ce que dit le Premier ministre me semble, de ce point de vue-là, assez sensé, qui est qu'il faut que cet effort soit fait, et il ne faut pas qu'il soit trop déformé. Et dans le même temps, il faut que le débat ait lieu. Moi, je suis pour que le débat ait lieu. Parce que vous avez lu, comme moi, ce que dit Michel Barnier dans le journal du dimanche. Il a dit, contrairement à Gabriel Attal, par exemple, ou Laurent Wauquiez, qui préconisait un recours rapide au 49.3, le Premier ministre a dit, je cite, « Nous faisons le pari de laisser la discussion se dérouler à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle aura lieu au Sénat. » Ça me paraît assez sensé. Pourquoi ? Parce que précisément, nous sommes dans cette situation qui n'est pas une situation classique, parce que les Français sont avides de démocratie, parce que je pense que le gouvernement, étant encore plus minoritaire que le précédent, ne pourrait pas se permettre de faire des 49.3 à répétition, parce que ça finit par marquer l'opinion, et ça donne l'impression qu'on ne laisse pas la diversité des Français s'exprimer. Oui, mais on peut laisser la diversité des Français s'exprimer. À la fin, la seule ressource, ça va être quand même le 49.3. Alors, peut-être pas, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne veux pas être trop technique, mais d'abord, on peut effectivement ne pas avoir de 49.3, puis aller au Sénat. On peut avoir une commission mixte paritaire qui soit conclusive, c'est-à-dire quelques députés et sénateurs qui, ensemble, adoptent un texte. C'est très serré, mais il se peut qu'il y ait une voix de majorité pour le texte. C'est pas le scénario le plus probable. Si ça ne passe pas, vous pouvez encore reprendre votre texte par ordonnance. Vous pouvez avoir un 49.3 final. Vous pouvez avoir un 49.3 sur la première partie, un 49.3 sur la deuxième partie. Mais en tout cas, je pense que l'attitude initiale de Michel Barnier, qui n'exclut pas le 49.3, qui consiste à dire qu'il faut quand même laisser le débat avoir lieu et éventuellement améliorer ce budget. Ils disent pas tout de suite. En fait, ils disent 49.3, il y aura sans doute, mais pas tout de suite. C'est ça le discours. Ça paraît assez sage. Et puis, il se peut aussi qu'il n'y ait pas de 49.3 du tout. En attendant, la base, c'est de laisser le débat se dérouler. Et ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce que vous pensez que ce projet tel que présenté par Michel Barnier, il est assez inventif, ou quelles dépenses vous auriez pu imaginer pour retrouver l'équilibre? On me présentait tout à l'heure comme l'arbitre des élégances, je n'y prétends sûrement pas. Je suis, moi, premier président de la Cour des comptes, président du HCFP, au Conseil des finances publiques, qui donne des avis sur les projets de loi. Vous distribuez des bons et des mauvais points, néanmoins, Pierre Moscovici, dans toute la séquence. Nous donnons des avis et puis nous portons des appréciations. C'est ce qu'on appelle des bons et des mauvais points. Mais pas des conseils. C'est-à-dire, c'est pas à moi de dire voilà ce qu'il aurait fallu faire, voilà quel budget alternatif il aurait présenté. Mais je ferai une réflexion dans votre sens. Je pense que c'est un budget qui non seulement est un budget d'effort nécessaire, mais c'est un budget d'urgence. Le Premier ministre a été nommé très tard, vers le 15 septembre, un mois plus tard que ce qui était prévu. Donc il a eu très peu de temps. Il a eu très peu de temps, et dès lors, il s'est tourné, c'est pas illogique, mais davantage vers la fiscalité que vers les économies. Les économies, ça prend du temps, parce que pour faire des économies intelligentes, il faut convaincre, il faut faire des réformes. Vous pourriez le regretter. Je regrette. Ce que je regrette, c'est que nous nous soyons mis collectivement dans la situation d'avoir un budget présenté aussi tard. Mais une fois qu'on constate qu'il est présenté tard du fait de la situation politique, à ce moment-là, il n'est pas illogique qu'il y ait une part importante sur la fiscalité. Mais pour les années suivantes, attention, je veux le dire à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas la dernière année où nous faisons un effort, c'est la première. C'est-à-dire nous sommes sortis d'un certain cycle budgétaire qui était expansionniste, qui était marqué par le quoi qu'il en coûte et par des baisses d'impôts. Dans les années suivantes, ce ne sera pas le cas. Nous devrons diminuer progressivement notre déficit pour passer de 6,1 à 3%. Certes, un peu plus tard que prévu, je l'avais proposé en 2029, mais tout de même, chaque année, il faudra trouver probablement une vingtaine de milliards d'euros d'économies supplémentaires. Et très peu d'impôts, parce que les impôts, vous le faites une fois, mais 2 fois, bonjour les dégâts. Alors, vous n'avez pas voulu nous dire quelles dépenses vous auriez proposé pour assurer l'équilibre. Non, mais je crois simplement qu'il faudra, pour cette année, très bien, nous avons cet équilibre-là,
mais pour les années suivantes, ça devrait être très différent. Et il faudra du coup réfléchir de manière inventive, créative, intelligente aux économies qu'on peut faire dans la durée. Et alors justement, quand vous voyez, comme nous, que les anciens ministres Olivia Grégoire et Gérald Darmanin, et puis 21 parlementaires, ont signé une tribune pour proposer donc de vendre 10%, que l'État vende 10% de ses participations, ce qui rapporterait, disent-ils, autant voire plus que la hausse contre-productive de l'impôt sur les sociétés ou l'augmentation des charges du travail prévues par le gouvernement. Ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est inventif? Ça mérite expertise. C'est pas quelque chose de totalement nouveau. C'est ce qu'on appelait des privatisations avant. Et ça a été fait à plusieurs reprises dans l'histoire, par la droite surtout, mais aussi par la gauche. J'ai appartenu à un gouvernement, celui de Jospin, où il y a eu pas mal de privatisations. Alors, une fois qu'on dit ça, il faut regarder un peu dans le détail. Première chose, oui, vous vous dites, voilà, on liquide du capital. Mais en réalité, il y a aussi des dividendes qui reviennent de ce capital. Par exemple, EDF verse un dividende très important. Le jour où EDF n'est plus une entreprise publique, la ligne recette se tarit que la ligne dépense. Voilà. La deuxième chose, c'est que se pose derrière un problème qui est un problème de souveraineté. J'ai été ministre des Finances et l'État actionnaire, il est là aussi pour exercer un certain nombre d'actions de souveraineté. On parlera peut-être de la question du Doliprane. En effet. Et elle est à côté, c'est pas ça. Mais si l'État est actionnaire, s'il y a des entreprises publiques, c'est parce qu'elles concourent à un certain nombre d'éléments de souveraineté. Donc il ne faut pas aussi affaiblir la souveraineté. Bref, je pense que ça mérite réflexion. Vous leur dites qu'il faut revoir la copie, là? Je pense qu'il faut du temps pour réfléchir à ça, oui. Alors, un peu. Avant de parler de Doliprane... Et puis, une fois qu'on y réfléchit, je ne peux pas donner la réponse comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment sous-peser le pour et le contre. Et donc, j'y reviens, je pense qu'il n'y a pas d'alternative. La potion que propose le docteur Barnier, qui passe en effet par une part d'impôt et par une part d'économie. Et pour les années suivantes, il faudra faire beaucoup plus d'économies. Mais nous ne pouvons pas échapper cette année à un effort. Cet effort, les Français le savent. L'endettement nous étrangle, l'endettement nous paralyse, l'endettement petit à petit nous rend dépendants des marchés, l'endettement nous affaiblit et au final l'endettement nous appauvrit parce que ça va réduire notre croissance aussi tout ça. Un mot sur la commission d'enquête. Mercredi, la commission des finances a officiellement demandé à se doter des pouvoirs qui lui permettent de plancher sur cette dérive des finances publiques au sein d'une commission d'enquête. On sait que Michel Barnier a déjà approuvé l'initiative. Quelques semaines seulement avant de quitter Bercy, Bruno Le Maire avait, je le cite, salué l'excellente performance de l'économie française. Il avait dit « Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française ». Est-ce que vous faites partie de ceux qui attendent Bruno Le Maire? Il n'a pas dit ça comme ça, exactement. Il l'a dit ça comme ça. Il a dit parce que j'ai sauvé l'économie française. Il l'a dit exactement comme ça. C'est parce que j'ai sauvé... Le verbatim, c'est pas une réécriture de BFM TV. C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Avec Bruno Le Maire une bonne relation et j'ai énormément d'estime pour lui. Et je pense que c'est un homme qui a un grand talent. Et il a été très longtemps ministre de l'économie et des finances. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être salué. C'est un dévouement incontestable. Après, est-ce que l'économie française a été sauvée? Alors, s'il veut dire par là que pendant la crise Covid, on a protégé les Français, la réponse est assurément oui. On a protégé les Français comme tous les pays d'Europe ont protégé leurs ressortissants. Et pendant cette période-là, c'était ce qu'on appelait le vrai quoi qu'il en coûte. Nous étions menacés dans nos vies, les entreprises étaient à l'arrêt et le système de protection sociale était menacé. Il fallait dépenser beaucoup et sans compter. Mais la remarque que je lui ferai, c'est que pendant cette période-là, où nous avons accru notre dette publique d'à peu près 13%, mais tous les autres aussi. Mais après, quoi qu'il en coûte, a continué en France. Et pas pour protéger les Français, si, pour les protéger de l'inflation. Mais protéger de l'inflation, c'est pas la même chose que protéger des vies. Et du coup, les autres ont réduit leur dette publique depuis de 8 à 9 points. Ils sont 4 points au-dessus d'avant la crise. Nous sommes toujours 15 points au-dessus. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'argument de la protection dure tant que le Covid dure. Ensuite, on est dans autre chose, que le quoi qu'il en coûte a duré trop longtemps, et que du coup, en tout cas, nos finances publiques n'ont pas été sauvées, puisque les 2 dernières années sont des années de dégradation terrible. Et notamment la dernière, l'année 2024, est une année noire, je l'ai dit, puisque quand même augmenter de 4,4% voté à 6,1% exécuté, c'est-à-dire de 128 milliards d'euros à 52 milliards d'euros de dérive. Bon, et donc je pense que... Mais on se souvient de votre passe d'armes avec Bruno Le Maire, quand le rapport que vous avez sorti en juillet avait été sévèrement critiqué par Bruno Le Maire. Mais il était encore en dessous de la vérité. Si on avait écouté les alertes de la Cour des comptes, les alertes du Haut Conseil des finances publiques, peut-être on agi plus tôt, plus fort. Donc il a des comptes à rendre, l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui ? Je ne veux pas sembler dire ici
qu'il est responsable. Je me prononçais juste par rapport à la phrase. Vous savez bien, Pierre Moscovici, que désormais, on va chercher des responsables. Ouais, je vais dire ça. La commission d'enquête va en chercher, la classe politique va en chercher, les médias vont en chercher. Si vous me permettez, la commission d'enquête, pour moi, elle ne doit pas servir justement à faire le procès de tel ou tel. Ni du politique, ni des administratifs, ni du président de la République, ni du ministre des Finances. Il faut d'abord comprendre. Et pourquoi comprendre? Pour que ça ne recommence pas. Parce que nous avons quand même eu, pendant ces 2 années, des phénomènes divers. Premièrement, les prévisions économiques ont été imprécises. Deuxièmement, les dépenses n'ont pas été tenues. Alors on parle toujours des dépenses des collectivités locales, mais aussi les dépenses de l'État. Et on les oublie trop. D'ailleurs, les collectivités locales ne créent pas de déficit directement. Elles créent de l'emprunt. Et puis troisièmement, et c'est ça qui est massif, les recettes se sont effondrées. Et ça, il faut le comprendre. Ensuite, il faudra savoir quels mécanismes d'alerte ont été donnés, à quel niveau, qui les a reçus, quelle a été la réaction. Et là, on arrive peut-être à définir certaines responsabilités. Mais encore une fois, il ne faut pas faire un jugement, il ne faut pas faire un tribunal. Il faut enquêter pour que ça ne se reproduise pas, parce que tout de même, ça nous met dans une situation compliquée. L'économie française va pas si mal, mais les finances publiques françaises ne vont pas bien du tout. Comment vous interprétez la réponse de Bruno Le Maire à France 2 assez sibylline, pour le moins sibylline, je le cite, « La vérité apparaîtra plus tard ». Fin de citation. C'est maintenant. La commission d'enquête la dira. Et je veux ajouter une chose, c'est que la Cour des comptes la dira. Ça ne vous a pas fait sourire, cette déclaration? Vous n'êtes pas dit, mais à quoi joue-t-il? C'est sibyllin. Mais je vais ajouter quelque chose de factuel en plus, qui est que la Cour des comptes va y contribuer de son côté. Et simultanément à la commission d'enquête, puisque chaque année, nous produisons en avril-mai un rapport sur l'exécution du budget de l'État. Il sortira à peu près en même temps que le rapport de la commission d'enquête, et il dira, là aussi... Donc ce sera votre propre commission d'enquête, on peut le dire? Non, ce sera une contribution technique, financière, précise. Pas du tout politique, jamais. Vous ne faites pas de politique, vous, Pierre Moscovici, non. Jamais. Alors, j'en ai fait beaucoup, et peut-être en referai-je un jour, parce que je serai un jour libéré de ces obligations, mais comme président de la Cour des comptes, jamais. Ma mission, c'est d'informer les Français de manière indépendante et impartiale. Et croyez-le, je suis à la fois totalement indépendant, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'estime ne devoir rien à personne et ne rien demander. Et puis je suis aussi totalement impartial parce que je représente une institution et pas moi-même. Quand je parle au nom de ce que fait la Cour des comptes. Et donc ce sera un rapport, non pas de ma personne, mais un rapport de la Cour des comptes. Et ce rapport viendra en appui aux travaux de la commission d'enquête et il donnera très précisément la vérité des chiffres et des processus. Alors qu'est-ce que l'homme totalement indépendant et totalement impartial que vous êtes pense de la volonté de réduire le nombre de fonctionnaires qui a été exprimé par Michel Barnier ce matin dans le journal du dimanche? Notre objectif, a-t-il dit, est dans les 4 ans à venir la diminution de 10% du nombre des opérateurs de l'État. Et il a précisé quelque chose qui a été peu relevé. Nous allons faire des efforts importants pour responsabiliser les directeurs d'administration centrale, les opérateurs de l'État, sur des économies auxquelles, a-t-il dit, ils seront intéressés. C'est pas totalement nouveau et c'est pas totalement apolitique. Donc je n'ai pas de commentaire là-dessus autre. Vous me dites c'est habile? Non, franchement, je ne fais pas de commentaire de ça dur. Mais je voudrais faire une remarque ponctuelle là encore. C'est que la Cour des comptes a rendu un rapport sur les finances publiques locales, dans lequel nous avons dit que nous pouvions revenir, nous en sommes persuadés, au niveau d'emploi qui était prévu, qui existait en 2010, qui était 100 000 emplois dans les collectivités locales de moins à l'horizon 2030. Tout de suite, tout le monde a poussé des cris d'orfraie en disant « mais ça y est, la Cour des comptes se permet de proposer des suppressions d'emplois ». Je veux dire ici que nous ne proposons pas une seule suppression d'emplois. Mais si on change la méthode, si on change la gouvernance, on peut arriver à ce que le nombre d'emplois publics diminue. Pourquoi? Parce que, premièrement, on pourrait arriver, par exemple, aux 35 heures dans toutes les collectivités locales. Ce n'est pas le cas. On peut aussi travailler sur l'absentéisme. Ce sont des phénomènes qui existent. Et puis, troisièmement, on n'est pas obligé de remplacer tous ceux qui partent à la retraite. On peut aussi travailler sur les doublons. Donc, encore une fois, une formule choc, ok, mais il faut surtout regarder derrière ce qu'il y a. Et on peut le faire sans diminuer quoi que ce soit, sans supprimer un emploi et surtout sans supprimer un service, ce qui est important. Donc vous dites à Michel Barnier, regardez ce qu'on a écrit, c'est quand même beaucoup mieux. Non, pas du tout. Je dis simplement que ce sont des mots qui peuvent faire choc et puis il y a des réalités qui sont des réalités très concrètes. J'étais cette semaine à Montpellier et Toulouse. J'ai parlé avec plusieurs très grands élus, maire de Montpellier, maire de Toulouse, président de conseil départemental. Et on sait qu'il y a des doublons qui peuvent exister. Il y a ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Je ne propose sûrement pas de revenir sur un échelon de collectivité, mais voir comment ça frotte entre elles, comment ça doublonne éventuellement, ça mérite d'être regardé. Et pour l'État, bien sûr, il y a des gisements. Ça ne veut pas dire non plus d'ailleurs qu'on diminue le nombre de fonctionnaires. Où les diminue-t-on? Alors après, sur l'intéressement, c'est aussi une proposition qui date d'un certain temps. Vous voulez dire que c'est un peu ancien monde tout ça?
Non, c'est des propositions assez classiques dans la droite républicaine, je crois. D'accord, ça signe la droite incarnée par Michel Barnier. Non, parce que c'est pas un homme de gauche, Michel Barnier, il ne le prétend pas d'ailleurs. Il ne prétend pas homme de gauche d'ailleurs. Mais je dirais que, en tout cas, dans ce rôle-là, il a une tâche très difficile. Et je lui souhaite vraiment bon courage. Et il faut qu'il réussisse. Parce que la France est quand même, sur un certain nombre de sujets, notamment les finances publiques, un peu de haut mur. Mais alors, sur le tempérament politique de Michel Barnier, vous le connaissez bien, vous l'avez remplacé à 2 reprises au ministère des Affaires européennes, quand Jospin, donc Lionel Jospin, est devenu Premier ministre. Après une dissolution, déjà. Après une dissolution, que les gens français n'ont toujours pas compris. Et puis, ensuite, vous l'avez remplacé comme commissaire européen. Et j'ai surtout travaillé avec lui. Et vous avez travaillé avec lui, parce que quand vous étiez commissaire, lui, il était Monsieur Brexit. Absolument. Et alors, il est comment? Il est habile? Non, je ne vais pas commenter la personne de Michel Barnier. Personnalité politique, Pierre Moscovici. Écoutez, c'est un homme qui est très solide, très expérimenté, qui a le calme des vieilles troupes, et qui, je pense, a pour les Français en tout cas un mérite, c'est qu'on a le sentiment qu'on est revenu à quelque chose d'un peu solide. Après, il a ses qualités et ses défauts, comme nous tous, comme moi. Je dirais une chose, c'est que pour les gens de ma génération, il nous rend un grand espoir. Il vous rend jeune, vous voulez dire? On se dit tout à coup que l'avenir est là. Tout est possible. Vous serez peut-être bientôt Premier ministre? Non, pas bientôt, parce que je ne pense pas du tout que je mets 203. Ah oui? Non, je ne pense pas, je mets 203. Alors, un petit mot quand même sur Emmanuel Macron. Donc, le président de la République a livré une colère froide. C'était jeudi soir, à l'issue du sommet européen à Bruxelles. Il est arrivé peu après 21h30 dans la salle de conférence française, donc au siège du Conseil européen. Et voici le préambule de sa conférence de presse. On regarde. Je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la véracité de tels propos. Alors, pour nos téléspectateurs, je le précise, les propos prétendument déformés, ce sont les propos suivants que Emmanuel Macron aurait déclarés lors du dernier Conseil des ministres, mardi. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Voici les propos d'Emmanuel Macron, selon donc une information du Parisien qui a été confirmée par BFM TV. Et donc, au lieu de démentir ces propos, ce que ne fait pas le président de la République dans cette intervention colère, il vise les journalistes, mais aussi les ministres. À qui il veut faire peur? Vous ne me demandez pas mon avis sur le fond, donc je ne le donne pas. Mais vous pouvez le donner aussi, Pierre Moscovici. Alors, d'abord, je ne sais pas exactement ce qui a été dit, je ne sais pas dans quel contexte. Je viens de rappeler la phrase oui, mais d'Emmanuel Macron. Certains, je lisais une interview ce matin de Sébastien Lecornu qui la contextualisait, et je crois que c'est aussi à ça que faisait allusion le président de la République. Oui, vous savez que quand on essaie de contextualiser une phrase, Pierre Moscovici, c'est quand même qu'il y a un sujet. Avant de vous... Personne n'a démenti cette phrase, même pas l'Élysée. Du coup, je vais répondre directement à votre question sans donner mon avis sur le fond. À savoir que le président de la République, c'est le président de la République. Le Conseil des ministres, c'est le Conseil des ministres. J'ai été pendant 7 ans ministre. Et de ce point de vue-là, d'un certain point de vue, je comprends sa colère. Être ministre, c'est un honneur. Être ministre, c'est un service. C'est un service de la République. Et on n'est pas là pour faire des petites phrases et pour raconter ce qui s'y passe. Ça doit être quelque chose dans lequel il y a une sorte de secret, parce qu'on doit pouvoir y parler. Si on débat au Conseil des ministres et que les paroles sont rapportées, alors à ce moment-là, c'est un lieu qui perd non seulement de sa sacralité, mais de son efficacité, parce qu'on n'y parle plus. Et donc, voilà, c'était une colère par ailleurs dont on sent qu'elle est non seulement froide, mais préparée, parce que manifestement, il lisait un texte. C'est rare de le voir lire un texte, Emmanuel Macron. Vous avez déjà ce souvenir-là, vous ? Dans ces circonstances, en tout cas, rarement. Bon, ça veut dire qu'il y aura de l'ambiance au Conseil des ministres la prochaine fois. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de fébrilité. Non, je pense qu'il a voulu dire à ses ministres, ça suffit. Leur faire peur. Leur faire peur, leur montrer ou leur rappeler ce qu'était leur devoir. Il s'en prend aussi aux journalistes, hein. Ça ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Voilà, d'ailleurs, l'association de la presse présidentielle s'est insurgée en disant que notre travail de journaliste ne pouvait se résumer à reprendre les déclarations officielles. Autant, je l'ai dit, le Conseil des ministres est un lieu de service et un peu sacré de la République, où le secret doit préexister, autant on ne peut pas dire la même chose pour les journalistes, évidemment. Oui, donc en fait, les journalistes font leur métier, on cherche les journalistes font leur métier. Ce qui se dit dans un Conseil des ministres, a fortiori dans la bouche du président de la République. Il n'y a pas de secret pour un journaliste. Donc il est bien normal de faire état d'une déclaration qui, sur le fond, parce que vous n'en avez pas parlé, sur le fond peut poser des questions.
Mais je la répète, la déclaration de M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. S'agissant des journalistes, c'est pas normal. Ce qui est probablement anormal, c'est que les journalistes étaient mis au courant de la déclaration, puisqu'elle devait rester dans le lieu particulier de la République et le Conseil. Cette déclaration, Pierre Moscovici. Après, on peut partir longuement sur ce sujet. Non, pas longuement. Alors, pas longuement. Israël est un État qui est né d'un mouvement, le sionisme, d'un idéal, c'est-à-dire retrouver une terre pour les Juifs. Il est né d'une circonstance, c'est-à-dire la Shoah. Il est aussi né du retour vers la terre, avec notamment la déclaration Balfour. Donc on ne peut pas dire que c'est l'ONU qui décide. Après, ce qui se passe, c'est qu'en 1947, il y a une résolution, la résolution 181 de l'ONU, qui décide la partition de la Palestine et qui donne naissance à un État israélien, à un État palestinien, et Jérusalem étant sous contrôle international. Et ensuite, il y a eu des guerres. Donc, on ne peut pas dire que l'ONU soit le seul responsable de la naissance d'Israël. C'est au contraire un mouvement historique qui l'a poussé de l'avant. L'ONU, c'est vrai, a donné une consécration en 1947 qui n'a pas été suivie des faits du fait de la guerre, d'ailleurs provoquée à l'époque par les Arabes. Mais donc, il y a là quand même à minima, disons, comment dire, une maladresse politique. Mais je ne commande pas ça. Encore une fois, je n'étais pas là, je ne sais pas exactement ce qui a été dit et dans quel contexte. Vous m'interrogez sur les faits, je crois que ce sont ceux-là, oui, ils sont pour le coup rappelés assez précisément. Alors un mot sur un autre homme fort de ce nouveau gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui fait d'ailleurs à lui seul oublier tous les autres. Il veut faire du Nicolas Sarkozy, d'ailleurs Nicolas Sarkozy le conseille. Nicolas Sarkozy, qui on s'en souvient, avait réussi à l'époque Patrick Buisson à siphonner les voix de ce qui s'appelait encore le Front National. Est-ce que là vous pensez que Bruno Retailleau peut y parvenir ? Écoutez, franchement, je ne veux commenter ni sa stratégie, qui ne serait pas la mienne si je faisais de la politique, ni sa personnalité, que je connais bien, puisque c'est un homme avec qui j'ai beaucoup travaillé, pour qui j'ai énormément d'estime, et qui a un très grand mérite, c'est qu'il réfléchit à ce qu'il fait. Du coup, aussi avec un certain contenu idéologique qui est à peu près assumé. Ni sur la réussite. Ce qu'on peut craindre dans la période, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je crois que le Rassemblement national est beaucoup plus fort que l'était le Front national. Je crois que son électorat est beaucoup plus solide. Et donc, voilà, il faut y réfléchir à 3 fois avant d'avoir une tactique qui consiste à la sécher en reprenant ses idées. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a aussi autre chose. C'est-à-dire, il y a des questions sociales, il y a des questions économiques sur lesquelles il faut s'engager. Mais je ne fais plus de politique. Et sur lesquelles personne dans le gouvernement ne s'engage encore. On va voir, ce gouvernement est tout jeune. Vous avez vu que Michel Barnier, dit dans le journal du dimanche faire confiance à son ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas? Mais il y a une petite phrase quand même qui est lâchée par le Premier ministre. Il dit il va y avoir un projet de loi du gouvernement sur la transposition du pacte, le fameux pacte asile et immigration. Et nous allons, dit Michel Barnier, également avancer sur tous les abus et tous les détournements de manière concrète en respectant l'état de droit. Fin de citation. Souvenez-vous, alors je le dis à nos téléspectateurs, de cette polémique qui a été initiée par des propos de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, au même journal du dimanche, où Bruno Retailleau disait, très simplement, eh bien, l'état de droit, c'est pas intangible, c'est pas sacré. Alors, l'état de droit, c'est intangible. L'état de droit, c'est ce qui permet le fonctionnement de la démocratie. L'état de droit, c'est ce qui permet le respect des institutions. L'état de droit, c'est ce qui permet le respect de la Constitution. L'état de droit, c'est ce qui permet les valeurs et leur affirmation. Donc ça me paraît intangible. L'état du droit, pour le coup, lui, n'est pas intangible. C'est ce que vote le Parlement. Et la souveraineté appartient au peuple français, soit à travers le référendum, soit à travers ses représentants, les parlementaires. Donc on peut toujours bouger l'état du droit, mais il faut respecter l'état de droit. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'on note quand même que c'est pas exactement le même langage de la part du Premier ministre et de la part du ministre de l'Intérieur. C'est peut-être même un petit recadrage, peut-être, non? Ou c'est une complémentarité. Ça, encore une fois, je peux pas le commenter. Je pense que simplement le Premier ministre, il a une tâche un peu différente. C'est-à-dire qu'il doit tenir les équilibres de son socle commun, les équilibres des formations politiques qui le soutiennent, et aussi les équilibres de la nation, tout simplement. Il n'est jamais illogique que le ministre de l'Intérieur joue un certain rôle. C'est d'ailleurs sa fonction. Il est logique que le Premier ministre, lui, assume une vision plus large et qui tienne compte de ces différents équilibres. Oui, donc vous pensez qu'en fait, ils sont chacun dans leur rôle et qu'il y a le good cop, bad cop dans l'affaire
je ne veux pas utiliser cette formule-là. Il y a une complémentarité jusqu'au jour où il y a des contradictions. Mais pour l'heure, je vois plus de complémentarité que de contradictions. Donc vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a un tandem à la tête de ce gouvernement. Non, parce que le tandem Michel Barnier, Bruno Retailleau. Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un sujet en France, qui serait l'immigration. Je ne pense pas qu'il y a un seul ministère dans un gouvernement. Je pense que tous, en tout cas beaucoup d'entre eux, sont très importants et que les Français sont très attachés au problème de pouvoir d'achat. Ils sont maintenant très attentifs aux questions de dette publique dont nous parlons. Les Français ont une vision large. Ils n'oublient pas la question écologique qui est fondamentale. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut se désendetter, pour trouver des marges de manœuvre pour investir dans l'écologie. Ça, c'est pas une option, c'est l'avenir de nos enfants. Bref, non, je résume pas un gouvernement à 2 personnes ou à 2 fonctions. Jamais. Les Français n'oublient peut-être pas la question écologique, mais vous avez vu le coup de gueule de la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui considère qu'elle n'a pas les moyens. Alors, on va écouter, si vous voulez, au sein du gouvernement et la ministre de l'écologie au micro d'Apolline de Malherbe vendredi matin, et le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, c'était ce midi sur France Inter. Il faut un budget qui soit à la hauteur de la situation et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous le dis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous le dis très clairement. Je ne sais pas s'il faut encore attendre des drames pour comprendre que c'est une absolue nécessité d'investir dans l'adaptation au changement climatique. Le budget de la transition écologique, pour prendre celui-là, il est en hausse. Il est en hausse fortement. On investit prioritairement, notamment sur les énergies renouvelables. Le budget de la transition écologique n'a jamais été aussi important que celui pour 2025. Donc vous dites à Agnès Pannier-Runacher, il n'y aura pas d'augmentation. Il faudrait un petit 49.3 pour départager les deux ministres, Pierre Moscovici. J'aurais qu'une phrase, affaire à suivre, manifestement. Oui, c'est-à-dire affaire à suivre. Que le bras de fer, en tout cas, a été entamé par la ministre Agnès Pannier-Runacher. Vous pensez que... Soit quelqu'un lâche dans cette affaire-là, en tout cas un peu de lest, soit quelqu'un renonce. On verra qui. Et est-ce que ce manque de cohérence, en tout cas cette forme de cacophonie gouvernementale, vous paraît de mauvais augure? Non, ça c'est pas très choquant parce que c'est assez fréquent. C'est habituel. Ça dépend de l'ampleur, puis à un moment donné, qui en tire les conséquences, ça je ne sais pas. Mais j'ai été ministre de l'économie et des finances pendant 2 ans, j'ai eu à préparer 2 projets de loi de finances. Il n'est pas logique que ceux qu'on appelle les ministres dépensiers, c'est-à-dire ceux qui gèrent les politiques publiques, demandent plus. Souvent c'est le cas pour l'éducation nationale, ça peut être le cas pour l'écologie. J'ai plutôt d'ailleurs de la sympathie pour la cause écologique. Je pense vraiment que là on doit investir plus. On ne doit pas mégoter sur la transition écologique. On ne doit pas mégoter sur l'adaptation au changement climatique. Encore une fois, nous vivons dans une planète qui devient petit à petit insoutenable. Et c'est même la raison pour laquelle on doit se désendetter. Mais après, sur le budget lui-même, il peut aussi y avoir telle ou telle politique publique où des crédits ne sont pas consommés ou pas bien consommés. Donc là encore, il faut entrer dans le détail et pas porter un jugement à l'emporte-pièce entre les deux. Mais il y aura sans aucun doute une voie à trouver. Voilà. Une demi-mesure Non, alors, mais soit ils trouvent un compromis hors du schéma actuel, soit ils en restent sur ce schéma actuel, et un des deux tire les leçons d'un mécontentement. On verra. Ça, franchement, ça fait partie des discussions qui peuvent exister entre un ministre à Bercy et un ministre dépensier, avec, à la fin, toujours un arbitre. Cet arbitre, c'est le Premier ministre. Et alors justement, sur les arbitrages qui a été lui-même ministre de l'écologie, je le rappelle. Il y a bien longtemps, sans doute. Mais il a été. Et qui en parle, qui aime bien parler de la dette écologique. Je le rappelle parce que vous me demandiez si je connaissais Michel Barnier. Incontestablement, il a cette sensibilité depuis longtemps. Il a créé un fonds qui s'appelle le Fonds Barnier, qui existe encore. Et il était ministre, je crois, de l'écologie en 1992. Pas hier matin. Donc il va plutôt comprendre les arguments donnés par sa ministre de l'écologie dans cette affaire. Il est très possible que cette affaire lui remonte pour un arbitrage. Et quid de l'arbitrage sur la taxe pour l'électricité? Ça fait partie aussi des dissensions qui se retrouvent dans les journaux. Alors, après, je voudrais quand même dire quelque chose, parce que je ne l'ai pas dit au début. Vous avez un regret? Oui. Le Haut Conseil des finances publiques est très vigilant à ce qui se passe. J'ai parlé de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, bon, très bien. Mais en delà de ça, ce que j'observe, c'est que le document qui nous a été transmis n'est pas à 5% du PIB, il est à 5,2%. Et qu'on attend du Parlement qu'il adopte des amendements qui marquent plus d'économies. Ce n'est pas ce qui s'est passé en commission des finances. Je répète ici, parce que je vois des observations de tel ou tel ministre, mais je vais être très ferme sur la nôtre, nous pensons que la croissance est un peu élevée dans les prévisions. Mais voyez que vous êtes un arbitre des élégances budgétaires, Pierre Moscovici, et que vous jouez même ce rôle avec un certain plaisir, semble-t-il. Ne me
pas plus que ça, je vous assure. Je pense que le plaisir n'est pas du moment, j'essaie de ne pas être ennuyeux, mais pour le reste, non, la situation est plutôt grave. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'1,1% c'est un peu élevé ? Parce qu'il y aura quand même un prélèvement sur l'économie très important qui est né de cet ajustement structurel qui va réduire un peu la croissance. Donc 1,1, ça suppose qu'il y ait un boom plutôt, ou un booster dans la consommation qu'on ne voit pas dans les chiffres. Et puis enfin, il faudra s'assurer que les recettes rapportent ce qui est prévu. Et de ce point de vue-là, vous m'interrogez sur la TICFE, mais il y a aussi les taxes exceptionnelles, etc., dont on voit que finalement elles sont un peu réduites peut-être, quand elles ne sont pas débordées par de nouveaux impôts. Et il faut aussi que les économies de dépenses soient réalisées. Bref, tout ça, ça fait un certain nombre de points qui sont des points de vigilance du Haut Conseil des finances publiques, point de vigilance de la Cour des comptes le moment venu, et surtout, je crois, point de vigilance pour le gouvernement, les parlementaires et la nation. Pour faire en sorte que les 5% soient non seulement votés, mais in fine exécutés. Parce que ceux qui nous regardent, les agences de notation, la Commission européenne, les emprunteurs, ce qu'ils attendent, c'est que, pour une fois, et ça ne s'est pas passé ces dernières années, non seulement on dise une intention, mais qu'on la tienne. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de fermeté, ils ont besoin d'un mot qui est peut-être devenu un gros mot, de crédibilité. Et d'autorité aussi ? Ou ça, l'autorité, c'est ce qui permet la crédibilité, mais ça, ils ne la regardent pas. Simplement, ils vont regarder quand même ce que le Parlement vote, ils vont regarder ensuite si ça tient la route. Et c'est pour ça qu'en effet, le Haut Conseil des finances publiques ne sont pas du tout des arbitres des élégances, mais des voix indépendantes qui servent à informer le citoyen et aussi à donner une opinion, qui est une opinion d'une autre nature, justement experte, indépendante. Un mot sur la vente d'Opella, la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane et qui est en train de virer à l'affaire d'État. Dimanche dernier, à votre place, Antoine Armand, donc le ministre de l'économie, disait à Benjamin Duhamel « Mon engagement, c'est que le Doliprane continue à être produit en France. Nous sommes aux côtés des salariés et nous demanderons des garanties. Rien ne me paraîtra interdit. » Est-ce que l'État a les moyens de bloquer la cession ? Alors, avant de se demander si l'État a les moyens de bloquer la cession, il y a un décret qu'on appelle le décret Montebourg, qui peut peut-être offrir une opportunité. Je vois aussi qu'il est question que la Banque publique d'investissement, que j'ai créée quand j'étais ministre des Finances, monte au capital d'Opélia pour être présente dans le conseil d'administration de la nouvelle entité. Ça a une sorte de droit de regard. Après, on peut se poser la question. La question préalable, c'est est-ce qu'il faut bloquer ? De ce point de vue-là, il y a des voix discordantes. Certains disent oui, et d'autres disent en réalité, ce qu'on fabrique en France, c'est les capsules, et le principe actif, il est produit ailleurs, notamment en Chine, donc nous avons déjà perdu. Je crois qu'il y a plusieurs questions. Il y a une question de souveraineté, il y a une question d'emploi, il faut que les emplois en France soient garantis, il y a une question de production, il faut que la production en France soit garantie, il y a une question de prix, parce que c'est le citoyen qui achète ce médicament qui est le plus consommé en France. Alors donc voilà, je crois que ce sont ça les questions fondamentales. Ensuite, il faut se poser la question de savoir si la cession est nécessaire, et enfin, ce qu'on peut faire. Et donc j'inverse un peu la problématique. Et vous pensez qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Oui, je pense qu'il faut d'abord s'assurer auprès du racheteur, du repreneur, qu'il y a ces engagements qui soient pris fermement. Américain. Et il faut quand même avoir une partie à la décision dans le futur groupe, si cette cession se fait. Après, bloquer ou pas bloquer, ça suppose d'abord qu'on se demande, faut-il le faire ou pas, et c'est pas si évident. Et ensuite, comment le faire ? Pour finir, Pierre Moscovici, une question sur vous. Est-ce que, au fond, le rôle que vous occupez en tant que premier président de la Cour des comptes, dans les temps qui courent, c'est mieux que d'être ministre, ou même Premier ministre ? Écoutez, c'est juste quelque chose qui est passionnant. C'est une grande institution qui est inscrite dans la Constitution, que les Français respectent. Ils connaissent. Il y a 90% des Français qui nous connaissent, 70% des Français qui ont une bonne opinion de nous. Et donc ça veut dire oui, vous répondez oui à ma question. Non, ça veut dire que je ne dis pas que c'est mieux, il faut toujours dans la comparaison, c'est juste quelque chose qui satisfait l'esprit et qui mobilise. Et j'ai le sentiment que c'est une fonction qui est en effet plutôt importante, notamment dans cette période-là. Elle est significative, disons-le, sans vouloir se vanter. Voilà, c'est ça. Et donc c'est une très belle chose, oui, une très belle institution. Et je veille, encore une fois, j'y tiens, tout en donnant mon opinion. Et je suis un citoyen, j'ai des idées. Elles n'ont pas beaucoup changé, voyez-vous, mes idées personnelles, mais je ne les donne jamais. Vous les faites parfois passer en filigrane. Je peux quand même pas faire... je n'ai pas subi de mutation génétique ou de greffe cérébrale. Non, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important pour la Cour, c'est d'être indépendante et impartiale. Et elle l'est. Eh bien, merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.